j'ai du bon espace pour moi, j'ai mon script ici, mon retour là, la caméra ici, et ici mon... J'ai pas mis le mot de passe. Je disais, et ici j'ai mon client. Si jamais il a des questions. On commence? C'est bon, c'est la nouveauté, tout le monde est au courant au niveau des AE, je suis responsable de la veille technologique et de l'innovation pour les Analytics Engineers. Quelle glorieuse décision! Non, on va être un peu plus sérieux. Je voulais faire des présentations à la base de concepts de data, parce que j'aime bien ça, sauf que je trouve ça trop théorique, et que je trouve ça beaucoup plus sympathique de vous parler d'outils. Et il y a un logiciel dans ma vie que j'ai énormément utilisé, c'est Looker. Et c'est parfait parce que c'est pas le sujet. Enfin, si, on va un petit peu en parler parce que ça va être très lié à d'autres trucs. Mais non, le sujet principal de cette vidéo, ce sera Lightdash. Mon but, c'est de vous montrer ce que c'est Lightdash, à quoi ça sert, et dans quel contexte vous pouvez le mettre potentiellement chez un client. Mais bon, revenons au tout début. J'avais dit que je parlerais un petit peu de Looker, parlons un petit peu de Looker. Pour ceux qui ne connaissent pas, Looker, c'est un logiciel de BI qui a été commencé en 2012 et véritablement lancé en 2013. Et c'est le logiciel de BI qu'on met comme figure de proue de la self-BI. Bon, il faut savoir qu'en 2013, la self-BI, c'est pas un concept qu'on connaît, et c'est pas un concept auquel la plupart des logiciels de BI croient. Vraiment pas. On est dans cette période où demander à des gens qui ne sont pas du métier de la data de faire des graphiques, des requêtes eux-mêmes, voire des dashboards, c'est aberrant. Sauf que rien qu'à l'époque, et c'est là où Looker a été un petit peu visionnaire, rien qu'à l'époque, c'était stupide de penser comme ça, parce que, mine de rien, utiliser un logiciel de BI en tant qu'analyste, c'est faire des tableaux croisés dynamiques comme sur Excel. T'as des lignes, des colonnes, des mesures, des filtres, et il faut juste que tu choisisses les bons trucs. Et une fois que t'as ça, ben tu choisis un graphique. Beaucoup de logiciels de BI fonctionnent dans ce sens-là, parfois tu fonctionnes dans l'autre sens. Je choisis d'abord mon graphique que je veux, et ensuite je remplis mes lignes, mes colonnes et mes mesures. Je schématise un petit peu le tout, mais c'est vraiment ça la réalité. C'est simple, de base. Il y a un tout petit problème. C'est que si tu donnes cet outil-là à quelqu'un qui ne maîtrise pas l'outil ou qui ne maîtrise pas la donnée, il va être perdu. Pouvoir faire en sorte que n'importe qui fasse des requêtes et des graphiques, ça implique que toutes tes dimensions, entre guillemets, soient bien décrites. On sache ce que c'est, bien nommé. Bref, il faut que ta BI soit clean. Et c'est ça ce qui était malin avec Looker. C'est qu'ils s'en doutaient. Et donc, pour faire en sorte que la BI soit clean, comme j'aime le dire, ils ont créé un truc, c'est le LookML. Le LookML, c'est quoi? Le LookML, c'est un langage. C'est un langage qui permet de faire des liens entre des objets dans ta base de données. Ça fait littéralement ce qu'on appelle aujourd'hui un modèle sémantique. C'est super, j'avais dit que je parlerais pas d'outils, j'ai à peine parlé de Looker, et j'ai parlé principalement de self-BI et de modèles sémantiques. Des concepts. Des concepts théoriques. Des théoriques, mais nécessaires. Pour comprendre ce que c'est la self-BI, il faut comprendre ce que c'est un modèle sémantique, et une fois qu'on a ça, on peut parler de Looker, et une fois qu'on peut parler de Looker, on peut parler de Lightdash. Petite anecdote sympa sur Looker d'ailleurs, quand les mecs ont commencé à créer Looker, ils avaient pas de nom de domaine, et Looker, Looker.com, c'était un peu cher, donc pour la vanne, ils ont acheté le modèle Looker, avec 2 L. Parce que le créateur, l'un des créateurs de Looker s'appelle Lloyd Tab, avec 2 L. Et 2 B d'ailleurs aussi. Et en 2019, Google est arrivé, Google a racheté Looker pour un peu plus de 2 milliards de dollars, et Google a décidé de sucrer un petit peu tout ce qui se passait au niveau du service client Looker. Qui en vrai est dommage, parce que le service client Looker, c'était un des points forts de l'outil. Looker, c'est cher. C'est vraiment cher. Mais si t'as un problème en 2019 avec du LookML, un Explore, ce que tu veux, tu peux aller voir le service client, et le service client, il va répondre à tes questions de manière compétente. Les gars avaient vraiment des compétences techniques. Et en 2021, si jamais tu travailles dans une entreprise qui avait Looker, tu te retrouvais avec des informations pas très sympas du genre « Oh là là, mon logiciel de BI n'a pas beaucoup évolué ces dernières années. Le service client, ben c'est plus ce que c'était. Et mine de rien, beaucoup de logiciels de BI commencent à se rendre compte que la self-BI, c'est peut-être l'avenir. Un truc intéressant. Et à ce moment-là, ben, qu'est-ce que tu te dis? Bah, tu te dis, est-ce que je m'en vais? Sauf que s'en aller, c'est prendre des risques, bien sûr. Mais est-ce que je reste? Et si je reste, non seulement je reste, mais en plus, j'ai cette sensation d'être coincé. Ça, c'est le cadre que je vous donne pour 2020-2021 pour les utilisateurs de Looker. Mais très concrètement, faut qu'on parle d'un truc, c'est, ben, Looker, la self-BI. C'est quoi exactement la self-BI? La partie 2, c'est la self-BI. De quoi on va parler? Looker est une figure de proue de la self-BI. Maintenant, c'est quoi la self-BI? Le concept est hyper simple. La self-BI, c'est l'idée que les utilisateurs métiers, et non pas l'équipe data, sont les owners
de la création de graphiques et de dashboards dans la BI. Dans un fonctionnement normal, j'allais dire, mais disons dans un fonctionnement traditionnel, l'équipe data s'occupe de tout ce qui se passe en warehouse. Je disais, l'équipe data s'occupe de tout ce qui se passe en warehouse, et il s'occupe également de créer des dashboards que les utilisateurs métiers vont utiliser. Dans la seule BI, les dashboards, ça va jusque-là, sont créés par le métier. Pourquoi? Bah déjà parce qu'ils le peuvent, et surtout, bah parce que on n'est jamais mieux servi que par soi-même en fait. Après attention, tout le monde n'a pas accès à tout, c'est pas la foire. Le but c'est que tout soit clair, et c'est là où le modèle sémantique est très important. Je donne ma BI à des utilisateurs métiers et qu'ils ne sont pas capables de comprendre ce qu'ils sont en train de toucher, parce que soit c'est mal fait, soit ils ne connaissent même pas la donnée qu'ils sont en train de toucher, ben ça va pas marcher. Et c'est là que le modèle sémantique entre dans le jeu. C'est un peu la traduction entre la technique et le métier. Les équipes data définissent ce que veut dire chaque champ, les équipes data donnent des objets qui permettent de requêter ces champs, les équipes data créent des mesures, les métiers utilisent tout ce qui a été créé. Et on leur donne accès que à ce dont ils ont besoin. C'est pas tellement pour une question de gouvernance à la base, c'est surtout une question de au moins ils vont pas se perdre, et le mec de la supply va pas se retrouver à requêter de la finance alors que c'est pas ce dont il a besoin. Cell BI, c'est ça dans le concept. Comment est-ce que ça marche sur Looker? Ben un petit peu comme je viens de le dire. Dans Looker, la manière schématique de le dire, c'est je crée un explore qui est une liaison entre des vues qui représentent mes tables dans ma warehouse. Dans mes vues, j'ai des colonnes, chaque colonne représente une dimension, et je peux faire des agrégations avec ça s'appelle des mesures, et j'ai déjà un petit peu tout ce dont j'ai besoin pour faire des requêtes. Les explores sont créés par les équipes data, et c'est eux qui documentent tout ce qu'il y a dedans, et ils disent aussi comment les explores fonctionnent, puisque c'est des liaisons entre des tableaux de données. Mais le boulot de l'équipe data s'arrête pas juste à la création des explores, il y a plein de choses qui se passent aussi après. Déjà, la documentation de manière globale, il faut que chaque personne sache à quoi sert l'explore, sans parler de tout ce que je viens de dire sur la documentation des champs. Évidemment, on parle d'un logiciel de BI, c'est un logiciel. La plupart des gens l'ont peut-être jamais utilisé, donc il faut les former. Et enfin, il y a aussi une question de gouvernance des objets. Si j'autorise des centaines de personnes à créer des objets dans un logiciel, en 2 mois, je peux vite me retrouver avec des milliers d'objets, dont 99% ne servent plus à rien. Et donc il faut mettre en place des règles, des systèmes de gestion de ces objets. Ça sert aussi à ça l'équipe data. On a parlé de SFBI, on a parlé de Looker. Quand est-ce qu'on passe à Lightdash? Pour Lightdash, je vais être très clair. Je vous ai montré quelques images de Looker pendant ma présentation. Là, on va être vraiment sur, je vais me poser devant mon PC et on va faire du Lightdash ensemble pour que je vous montre à quoi ça ressemble. Vous allez voir que la principale différence qu'il y a entre Looker et Lightdash, c'est qu'il y en a un qui a été créé à l'époque où les AE n'existaient pas. Et Lightdash est l'autre. Pas mal ça. Bon, ça a pas craqué. Bon ben, c'est parti. Là, le but, ça va être de vous montrer Lightdash et comment ça fonctionne. Mais la première chose que je dois faire pour l'instant, c'est lancer Lightdash. Et comme c'est un outil open source, on lance via Docker avec une image publique. Ok, bon, ça a l'air d'avoir marché. Bon, on va s'y connecter, hein. Je vais montrer quelques petites images de Looker avant de passer à cette partie-là, donc je vais vraiment être assez rapide sur comment tu fais des requêtes sur Lightdash, parce que c'est très straightforward en fait. Déjà ici, il n'y a pas d'explore. Tout est basé sur les tables que tu as en warehouse et la manière dont tu les as définies dans ton modèle sémantique. Ça simplifie un petit peu la manière de fonctionner. Mais sinon, l'idée est vraiment la même, hein. Je parlais de TCD avant, là c'est la même chose. J'ai orders qui est une de mes tables liée à products. Si je veux faire une requête, j'ai simplement à sélectionner les dimensions et les mesures que je veux, et ça fera ma requête. On va en faire une rapidement. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Faisons par produit. Genre catégorie de produit et le nombre de commandes. Faisons un petit run. Donc là, la requête a fonctionné, et c'est très très similaire à Looker, c'est-à-dire que vous avez vos résultats. Si vous voulez rajouter des filtres, vous pouvez rajouter des filtres, vous pouvez le faire même de n'importe où. Là, je vais rajouter un filtre sur ma catégorie, je peux le faire ici. En termes de charts, chart automatique à la Looker, et si je ne dis pas de bêtises, les options de chart se font... Voilà, sur le côté, comme ceci. BI classique. Charts, TCD, tout ça. Et le plus marrant, c'est moi ce que j'adorais avec Looker, et je suis très content qu'il l'ait refait avec Lightdash, c'est... on te met exactement quelle est la requête SQL qui a sorti ta requête, et elle est ici. Et c'est simplement ce bout de code. Ce bout de code, je le copie, je le colle dans mon BigQuery. D'ailleurs, j'ai bien envie de le faire pour tester. Voilà, j'ai les résultats. Donc c'est vraiment ce truc-là qui est reproduit de Looker de je peux faire ce que je veux dans ma BI, j'aurai une équivalence dans ma warehouse, et cette équivalence est très facile à trouver. C'est très pratique pour tout ce qui est debugging, vraiment. Donc, on a fait une requête, on va l'enregistrer. Oui, hein, on débute pas, on est dans de la self-BI. Si on est dans de la self-BI, ça veut dire que je peux faire moi-même mes requêtes, faire moi-même mes dashboards. Dashboard de test,
On va mettre ça là-dedans dans l'espace shared. Voilà. Save. Et je suis dans mon objet test situé dans l'espace de travail shared, ici même. Et si je veux, je peux m'amuser à créer un dashboard et mettre mon test dedans. C'est vraiment la définition de la seule BI. Sur la partie query, c'est quand même important aussi de noter quelque chose, c'est, je parlais avant de modèles sémantiques, de bien décrire les champs, etc. Ici, en l'occurrence, c'est évidemment fait, et on peut avoir ce qu'on veut comme information sur l'échange. On verra après comment est-ce que je l'ai fait. Mais les buts, c'est qu'effectivement, n'importe quelle mesure aussi soit documentée, tout doit être documenté, et Lightdash force beaucoup là-dessus. Ils ont également rajouté l'objet... Oula. Ils ont également rajouté l'onglet Metrics. L'onglet Metrics qui permet de faire une espèce de catalogue de toutes tes métriques, pour que tu sois encore moins perdu si jamais tu recherches un KPI en tant qu'utilisateur. Sinon, en termes d'administration, parce que là, ce que je vous montre, c'est la partie charts et dashboard, c'est pas qu'elle ne concerne pas l'équipe data, mais au final, elle la concerne très peu, puisque c'est les utilisateurs qui doivent l'utiliser. En revanche, ce que l'équipe data doit faire, c'est notamment gérer l'administration de Lightdash. En l'occurrence, pour Lightdash, c'est très complet. C'est très complet, c'est aussi très calqué sur Looker. Également, dans les objets d'organisation, on a tout ce qu'on pourrait avoir sur Looker, du général au user management et attributes pour gérer des RLS et aussi qui est développeur et qui ne l'est pas. On a tout ce qui concerne l'apparence, bien sûr, des intégrations et autres. Et on a aussi la possibilité de créer plusieurs projets. Et ça, c'est le plus important. Je peux créer des projets. Là, j'en avais créé deux, un dev et un prod. Le principe, c'est ce que je crée en dev, je peux le mettre en prod et créer des liens entre les deux. Mais surtout, ma dev ne va pas être connectée à la même donnée que la prod. Logique. À noter que c'était une partie qui était pas vraiment bien faite dans Looker, pour le coup. Ou du moins, c'était plus compliqué. Lightdash est vraiment basé sur ça. Le truc le plus technique à faire quand on veut utiliser Lightdash, c'est se connecter à l'outil, ou plutôt connecter sa warehouse à l'outil. Là, en l'occurrence, c'est pas trop un problème. On doit connecter sa warehouse et on doit connecter son DBT. Et si on connecte son DBT, en fait, ça veut dire qu'on doit connecter également son GitHub. Donc c'est des petites choses à savoir faire, mais une fois que tu as fait tout ça, ça marche. Ensuite, comme l'outil est très connecté à DBT, on peut également choisir qu'est-ce qui va apparaître dans l'outil. Là, c'est vraiment la notion de... dans Looker, c'était c'est quoi mes explores. Dans Lightdash, c'est quoi mes tables. Et en l'occurrence, moi, j'avais fait en sorte que dans mon DBT, il y ait des tags qui soient égales à table quand je veux l'afficher dans Lightdash. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait en sorte que dans Lightdash n'apparaissent que les modèles DBT où il y a un tag table. On a parlé assez rapidement de la partie administration, mais il est temps de montrer comment est-ce qu'on fait pour bien créer son modèle sémantique via Lightdash, puisqu'apparemment c'est le truc qui est super cool avec Lightdash comparé à Looker. Dans Looker, vous pouviez déjà utiliser DBT, ou plutôt pas dans Looker, mais avec Looker. Lightdash s'utilise avec DBT et est intégré à DBT. Là où dans Looker vous aviez votre DBT avec son modèle sémantique, ses descriptions, etc., et ensuite vous le pluguiez à Looker, vous refaisiez concrètement la même chose, là avec Lightdash, le principe c'est votre documentation que vous avez dans le DBT, c'est la documentation que vous avez dans Lightdash. Et la manière dont vous organisez les choses dans Lightdash, c'est la manière dont vous le faites dans DBT. Je vais vous montrer. Voici mon projet DBT. Mon projet se base sur 4 strates pour les modèles. J'ai mes sources, ensuite je modifie mes sources dans des staging, c'est également là que je fais mes jointures, et ensuite je montre mes tables finales dans des marts, classiques du DBT. Mais j'ai créé un 4e dossier qui s'appelle Lightdash, et le principe c'est que c'est ici que je mets toute ma documentation qui va faire fonctionner Lightdash. Dans mes marts, j'ai 2 tables que vous avez vues avant, c'est mes orders et mon produit. Les deux sont liés dans Lightdash. Ce sont des tables. Notez que sur mes 2 tables, il y en a une qui est en table, et l'autre qui n'a pas de tag table. Parce qu'en fait, je n'ai que envie de montrer order items dans Lightdash, pas product seul. Et ensuite, sur un autre fichier YML, c'est en YML qu'on fait ça, je dis à Lightdash comment est-ce qu'il va montrer mes différentes tables, mes différents objets dans ma BI. Là, en l'occurrence, je veux montrer orders dans un label qui s'appelle global, et je veux le joindre directement à une table qui s'appelle products. Je peux lui mettre un alias, et je vais lui dire comment faire la liaison. Ensuite, je décris mes colonnes, donc voici toutes les colonnes simplement de ma table. Notez que je suis allé assez loin, savoir que là où dans Looker, la bonne pratique, entre guillemets, c'était de faire dimension et mesure, dans Lightdash, la bonne pratique, c'est de se dire j'ai des dimensions et je peux baser des mesures sur mes dimensions. Là, c'est ce que j'ai fait en l'occurrence. Ici, j'ai des metrics, donc ces 2 metrics-là sont basés sur sale price, qui est une dimension qui donne le prix de vente d'un objet, d'une commande. Mais on peut très bien mettre les mesures à la fin à part, si jamais c'est des mesures qui sont basées sur plusieurs dimensions. On peut tout faire. Ça, c'est pour orders, mais orders, je viens d'y lier products. Vous l'avez vu au-dessus. Eh ben, je dois faire la même chose pour products. Donc voici la définition des dimensions de products. Je l'ai pas noté, mais ça fonctionne exactement comme dans Looker, ce qui permet de faire des choses très pratiques. Typiquement, là, j'ai la colonne name de product. Colonne name, je pourrais juste mettre name. Mais avec le champ meta, je peux faire pas mal de choses pour Lightdash, et notamment lui dire, ce champ name, en fait, c'est un champ Lightdash que tu vas bien définir à partir de la colonne name de la table product. Cette référence-là, elle est vachement utile.
Et je peux également lui dire, et tu vas mettre ça dans un sous-groupe. Comme ça, ce sera plus joli. C'est toutes ces choses-là que je vous montre qui définissent la manière dont vous le voyez ici. Pourquoi est-ce que dans Financial, il y a le prix de vente ici même? C'est parce que j'ai dit à Lightdash, prix de vente, tu le mets dans un groupe Financials. Et tu en fais après plein de choses. Sachant qu'on peut faire plusieurs sous-groupes. On peut pas faire ça dans Looker. Ça, c'est un exemple pour un explore, mais vous pourriez en faire plein, faire en sorte que certains utilisateurs voient des explores mais pas d'autres, etc. J'appelle ça encore explore parce que mine de rien, c'est pas exactement une table. L'objet qui est ici, Order Item, c'est une table, mais la table dans Lightdash que vous voyez ici, liée à Product, c'est une espèce de vision de la table. C'est différent de la table en elle-même. Et enfin, dernier détail qui vous montre que j'ai pas tellement bossé sur ce projet-là pour vous le montrer, c'est que dans cette partie-là, YML, où je définis mes objets Lightdash, c'est également ici que je devrais mettre mes tests. Et j'en ai pas mis. C'est pas bien ça. Ah si, j'en ai mis. Ok, je suis un bon élève. Je suis content. Ok, on a vu comment faire des requêtes, on a vu la partie administrative de manière assez rapide, on a vu comment ça se passe dans DBT, le fait qu'on puisse bien créer les dimensions, les mesures, etc. et faire de la documentation. Maintenant, ce que je vais vous montrer très rapidement, c'est comment est-ce qu'on fait pour travailler sur Lightdash quand on est Analytics Engineer. La première chose qu'on va faire, c'est faire en sorte d'être sur le bon environnement pour travailler. Là, ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon projet en dev. Pour Connection Settings, vous pouvez vous connecter à votre warehouse, normal, et vous connecter aussi à votre GitHub. Vous pouvez spécifier une branche. D'ailleurs, c'est obligatoire de le faire. Moi, je me mets sur une branche qui s'appelle Lightdash dans ma partie dev. Que c'est la branche où je fais toute ma documentation Lightdash, mais je pourrais très bien en avoir plusieurs. Je peux retourner ici pour créer une requête. Si on va dans mon orders et qu'on regarde ce champ-là, prix de vente, on voit qu'il y a un commentaire qui dit prix de vente de l'article, point, avec petit com à côté, pour dire petit commentaire. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ça et je vais vous montrer comment faire. On va le modifier donc dans DBT. Donc j'ouvre mon VS Code. Ça, c'est le champ de ma table, comme je l'avais expliqué. Et tout ce qui est après méta, c'est ce qui se passe dans Lightdash. Et là, on voit le petit com de la dimension. Parce qu'on est bien dans la dimension qui s'appelle prix de vente en label. Je vais supprimer ça. Simplement. Sauvegarder. Et ensuite, je vais commit dans ma branche Lightdash les changements que je viens de faire. Ensuite, je les push dans GitHub. Ici, ça n'a pas changé, c'est normal. Il faut que je refresh DBT. Vous pouvez le faire à chaque fois pour tester vos champs, justement. Refresh la connexion qu'il y a entre votre branche DBT et ce qui se passe dans Lightdash. Et maintenant, je n'ai plus le petit commentaire. C'est comme ça qu'on travaille, du coup, sur Lightdash. Toutes les modifications se font comme ça. De manière générale, si vous vous posez des questions sur qu'est-ce qu'il est possible de faire dans Lightdash, la réponse personnelle pour moi, c'est beaucoup de choses. Mais si vous voulez une réponse très précise, la documentation de Lightdash est très très complète. Et vous trouverez absolument tout ce que vous pouvez mettre, notamment dans ce fameux petit onglet méta dans votre YML. On peut faire vraiment énormément de choses. Lightdash, c'est un outil que j'ai jamais pu utiliser personnellement dans un cadre de mission. Et j'aimerais bien le faire. Maintenant, il faut garder en tête que Lightdash est un logiciel open source, date de 2021, c'est très jeune. C'est normal que des grosses structures ne se mettent pas à l'utiliser. Il y a quand même un petit gage de confiance à avoir. Gage de confiance qui est bien plus présent pour Looker. En revanche, Looker ou Lightdash, la question est toujours la même. Est-ce que la self-BI, c'est ce qui va être utile à l'entreprise, au métier, au business? Pour aujourd'hui, je trouve ça normal que des grands groupes refusent de faire de la self-BI en se disant « j'ai pas investi dans beaucoup d'équipes data pour que ce soit pas eux qui fassent ces dashboards, après tout, c'est quand même eux qui le font le mieux, ils ont la technique pour le faire ». Mais d'un autre côté, je comprends tout à fait les petites et moyennes structures qui se disent on va utiliser Looker, ça va nous faire gagner beaucoup de temps à notre équipe data, et en plus, nos métiers seront bien servis puisque servis par eux-mêmes. Surtout que la plupart du temps, les personnes qui travaillent pour un métier, si vous travaillez à la finance ou à la supply, la donnée finance et supply, généralement vous la connaissez, vous la comprenez, c'est votre métier. L'idée de la vidéo, c'est de se dire que la self-BI a clairement de l'avenir, on a plein d'outils qui se développent pour que ça puisse exister, et l'intérêt même que les métiers puissent le faire eux-mêmes, cette exploration de la data, c'est super cool, et c'est très utile pour eux. Mais il y a quand même derrière cette idée que la BI ne sert pas que à ça. Aujourd'hui, avec les LLM, ChatGPT, etc., qui commencent à être de plus en plus intégrés à de la BI, on se rend compte qu'on peut très bien faire de la BI beaucoup plus développée, avec des éléments beaucoup plus précis, faire des analyses beaucoup plus précises, et ça, on peut dire ce qu'on veut, ce sera jamais le métier du business, ce sera toujours le métier de la data. J'ai pas d'idée pour conclure. C'était la première fois que je fais un format comme ça, on verra si ça prendra ou pas. J'espère que c'est pas trop long, et je vous souhaite une bonne journée. Ouais, c'est pas mal, hein. Moi je vais y aller, hein.